Le son de la notification résonna dans mon salon tranquille juste avant que le message le plus exaspérant n'apparaisse sur mon écran. Je m'appelle Patricia. Une analyste de données de 27 ans qui apprécie généralement de travailler paisiblement depuis mon bureau à domicile. Mon téléphone s'alluma soudainement avec un texto dans notre chat de groupe familial qui ressemblait exactement à un ordre incontestable plutôt qu'à une demande polie. Va chercher mes enfants jumeaux à l'école parce que ta sœur et tes parents sont en vacances. Alors occupe-toi d'eux pendant une semaine, déclarait le message avec une audace absolue. Avant même que je puisse digérer cette demande absurde. Ma mère intervint pour imposer cette attente ridicule. Tu vis seul avec beaucoup de temps libre, alors aide simplement ta famille. Tapatait-elle comme si ma carrière ne signifiait absolument rien. Ils avaient secrètement planifié tout un séjour sans me poser une seule question avant de me déposer. Les enfants sur le pas de ma porte. Pendant des années, j'avais sacrifié mon temps personnel pour réparer leurs dégâts. Mais ce manque de respect flagrant me poussa finalement à bout. Je fixai l'écran lumineux un instant avant d'appuyer fermement sur le bouton de verrouillage sans taper un seul mot en réponse. Cette fois, je refusais de céder ou d'accepter le lourd fardeau qu'ils jetaient nonchalamment à mes pieds. Ce que je choisis de faire ensuite démantela complètement leur manipulation tout en ne laissant absolument rien à mon aîné. Si vous voulez voir exactement comment ce drame familial intense se déroule, assurez-vous de vous abonner à la chaîne dès maintenant. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la vidéo tout en laissant vos précieux commentaires dans la section ci-dessous. Ce message particulier apparut sur l'écran illuminé de mon téléphone un calme mardi après-midi dans les banlieues d'Orham, dans l'Utah. J'étais assise à mon bureau en bois, analysant un ensemble de données complexes pour mon client d'entreprise. Tandis que les notifications du chat de groupe continuaient de retentir sans relâche. Mes parents, Edouard et Sharon, opéraient toujours sous l'hypothèse erronée que l'analyse de données à distance équivalait à disposer d'un temps libre illimité pour résoudre leurs problèmes. Ils traitaient constamment ma maison comme une garderie pratique chaque fois que ma sœur aînée Meredith décidait qu'elle avait besoin d'une pause dans l'éducation de ses filles jumelles de 6 ans, Massy et Lassie. Au lieu de répondre immédiatement, j'ouvris mon application bancaire sécurisée pour consulter mon historique de transactions récentes. Juste pour me rappeler visuellement le lourd tribut financier que cet arrangement précis avait coûté à mon compte d'épargne personnelle au cours de l'année écoulée. Les registres numériques affichaient clairement les $85 que j'avais dépensés de ma poche pour de nouvelles bottes d'hiver pour les filles en novembre dernier, lorsque la température locale avait chuté de façon inattendue. Juste en dessous de cette entrée se trouvait une charge séparée de $120 couvrant leur sac à dos d'école assorti, parce que leur mère prétendait que son budget était entièrement épuisé. Ces contributions monétaires s'ajoutaient aux innombrables vendredis soirs où elle déposait simplement les enfants sur mon porche avant sans aucun avertissement préalable avant de partir pour tout le week-end. Je minimisais la fenêtre de l'application bancaire pour ramener le fil de messagerie familiale au premier plan de l'écran de mon appareil. L'audace pure de leur projet de vacances non annoncé exigeait une approche complètement différente de mon habituel silence complaisant. Je posais mes doigts sur le clavier numérique pour composer soigneusement une réponse qui ne laissait absolument aucune place à une mauvaise interprétation ou à de nouvelles négociations de la part de quiconque dans le groupe. Je tapais ma réponse avec des frappes délibérées pour m'assurer que mes limites étaient définitivement établies concernant cette situation précise. Je fis très clairement savoir que je ne pouvais pas m'occuper de Massy et Lassie pendant une semaine. J'écrivis directement dans le chat de groupe familial. Vous avez planifié ce voyage vous-même sans me consulter au préalable. Alors vous devez organiser votre propre garde d'enfants avant de partir. J'appuyai sur l'icône d'envoi, regardant la confirmation de livraison apparaître sous mon texto avant de poser l'appareil face contre le bureau. Moins de 2 minutes s'écoulèrent avant que l'appareil ne commence à vibrer agressivement contre le grain de bois de mon espace de travail. L'identification de l'appelant affichait mon père Édouard tentant d'initier une confrontation concernant mon refus de se conformer à leur demande déraisonnable.
J'acceptai l'appel tout en gardant les yeux fixés sur les colonnes du tableur affiché sur mon moniteur d'ordinateur principal. Il se lança immédiatement dans une tirade remarquablement bruyante sur les obligations familiales, tout en insistant agressivement sur le fait que je devais me mobiliser pendant leur moment de besoin. Nous sommes déjà prêts pour ce voyage tandis que tu restes à la maison à ne rien faire d'important. Sa voix résonna fort à travers le haut-parleur du téléphone. Je le laissai terminer son discours sur la loyauté familiale avant de répondre d'un ton calme mais inébranlable. Mon travail exige toute mon attention pendant les heures de bureau normales. Expliquai-je en faisant défiler une longue colonne de données financières. Réserver un séjour dans un resort pour 3 adultes est un luxe volontaire plutôt qu'une urgence inévitable qui exige mon intervention immédiate. Il éleva considérablement la voix en exigeant que je me rende à l'école élémentaire l'après-midi suivant, indépendamment de mon emploi du temps personnel. Tu iras chercher ces filles demain à 15 heures parce que ta sœur compte sur toi, ordonna-t-il avec une autorité absolue. Je ne serai pas à cette école demain. L'informai-je sèchement avant d'appuyer délibérément sur le bouton rouge pour interrompre la connexion active en plein milieu de la phrase. J'éteignis complètement l'appareil mobile pour éviter d'autres distractions avant de reporter toute mon attention sur le moniteur lumineux. Exactement à 16 heures le lendemain après-midi. Le numéro de contact officiel de l'école élémentaire locale d'Orham illumina mon écran principal. J'acceptai immédiatement l'appel entrant tout en ajustant le microphone de mon casque pour parler au personnel éducatif concernant la situation qui s'était développée. La directrice de l'établissement se présenta professionnellement avant de m'informer officiellement que Massy et Lassie étaient actuellement assises dans le bureau administratif principal longtemps après que la cloche de fin des cours eut déjà sonné. Elle expliqua que le personnel administratif avait tenté à plusieurs reprises de contacter Meredith au cours de leur précédente sans recevoir aucune réponse de son appareil mobile. Ils avaient ensuite composé les numéros d'Edouard et de Sharon uniquement pour être renvoyés directement vers leurs boîtes vocales respectives à chaque essai. La responsable scolaire me demanda respectueusement de venir chercher les jeunes filles puisque mes coordonnées correspondaient à leurs dossiers familiaux des années précédentes. Je maintins un ton de voix stable tout en informant la directrice que je ne possédais absolument aucune autorité légale pour retirer ses enfants des locaux scolaires. J'expliquai clairement que ma sœur avait quitté l'État de l'Utah pour des vacances d'une semaine avec nos parents malgré mon refus explicite de fournir une garde d'enfants pendant leur absence. La directrice tapa quelque chose sur le clavier de son ordinateur avant de confirmer verbalement que mon nom n'apparaissait pas réellement sur la liste des personnes autorisées à récupérer d'urgence l'un ou l'autre des élèves. Je lui dis que je ne violerais pas la politique de l'école en prenant la garde de mineurs sans l'autorisation écrite appropriée de leur tuteur légal principal. La réalité de la situation se matérialisa enfin dans mon esprit tandis que la directrice examinait la documentation officielle de l'école concernant les procédures de récupération autorisées. Meredith ne s'était jamais donné la peine d'engager une babysitter professionnelle ou de trouver un gardien fiable après avoir reçu mon rejet définitif la veille après-midi. Elle avait simplement déposé ses filles aux portes de l'école ce matin-là en partant du principe arrogant que je finirais par céder à la pression qui s'ensuivrait. Ma sœur s'attendait pleinement à ce que les administrateurs de l'école me retrouvent pour que je sois complètement forcé de prendre la garde physique des jumelles afin d'éviter un embarras public. Elle calculait que la pression institutionnelle combinée à l'attente sociale du devoir familial outrepasserait efficacement mes limites personnelles tout en me forçant à une conformité immédiate. La directrice soupira de façon audible dans le récepteur du téléphone avant de passer à un registre conversationnel beaucoup plus formel et administratif. Elle déclara que les professionnels de l'éducation opérant dans l'État de l'Utah sont légalement liés par des protocoles stricts de signalement obligatoires chaque fois que des mineurs sont abandonnés sur une propriété institutionnelle. L'administration de l'école avait une obligation légale intransigeante de notifier la division des services de protection de l'enfance concernant cet incident clair de négligence parentale. Parce que le parent ayant la garde principale avait quitté l'État sans organiser une supervision vérifiable.
L'école ne pouvait plus traiter cette situation comme un simple cas de récupération retardée. L'après-midi. J'exprimais ma compréhension totale de leurs politiques institutionnelles tout en l'encourageant activement à suivre les procédures légales standards pour assurer la sécurité physique des enfants. La directrice me remercia pour ma transparence coopérative avant de mettre fin à la connexion téléphonique afin d'initier le protocole officiel de notification gouvernementale. Je retirai mon casque, le plaçant doucement à côté de mon clavier tout en digérant les immenses ramifications légales du comportement imprudent de ma sœur. L'atmosphère calme de mon bureau à domicile se sentait complètement différente maintenant que les autorités locales s'impliquaient officiellement dans la dynamique de ma famille. Je refusais de laisser la culpabilité manipuler mes actions parce que Meredith était la seule adulte qui avait choisi d'abandonner sa progéniture pour un voyage de loisirs. Je fixais le mur blanc de mon bureau pendant un temps indéterminé en attendant que les retombées inévitables atteignent enfin mon emplacement physique. Environ 45 minutes s'écoulèrent dans un silence total avant que mon appareil cellulaire ne commence à sonner avec un numéro local inconnu affiché sur la surface de verre. Je pris l'appareil mobile, appuyant sur l'icône verte pour accepter l'appel de qui que ce soit qui tentait de me joindre. Concernant cette situation qui s'aggravait, une voix profonde passa à travers le haut-parleur audio, portant un niveau distinct d'autorité professionnelle qui exigeait une attention immédiate. Ici l'officier Daniels du commissariat local. Car j'ai besoin de vous poser quelques questions sur ce que vous avez dit à l'école. Exactement à 20h ce soir-là, une série de coups fermes résonna contre ma porte d'entrée, brisant le silence lourd à l'intérieur de ma maison. Je déverrouillai le pêne dormant, tirant la solide porte en bois vers l'intérieur pour trouver Dalton debout sur mon paillasson, l'air incroyablement sérieux sous la lumière du porche extérieur. Dalton était l'ex-mari de Meredith et le père biologique des jumelles, qui maintenait généralement une distance respectueuse vis-à-vis du drame familial immédiat. Il tenait un épais dossier de documents légaux officiels serré sous son bras gauche tout temps, attendant patiemment que je l'invite à entrer dans le couloir d'entrée. Je m'écartai, lui permettant d'entrer dans mon salon avant qu'il ne commence à expliquer l'appel téléphonique inattendu qu'il avait reçu juste 30 minutes auparavant. La division locale des services de protection de l'enfance avait fouillé les registres municipaux officiels pour localiser ses coordonnées directes après avoir pris la garde de ses filles. Dalton expliqua que les travailleurs gouvernementaux l'avaient contacté directement parce qu'il conservait des droits parentaux légaux malgré son précédent divorce avec mon aîné. Il n'avait absolument aucune idée que Meredith avait l'intention de quitter l'État de l'Utah pour un voyage de loisirs avec nos parents. L'officier enquêteur avait mentionné mon implication spécifique lors de leur consultation téléphonique initiale, ce qui avait poussé Dalton à se rendre directement à mon adresse résidentielle pour obtenir des éclaircissements. Il avait besoin de comprendre exactement comment ses enfants s'étaient retrouvés bloqués dans un bureau administratif sans aucun tuteur autorisé disponible pour les récupérer avant que les autorités locales n'interviennent pour les placer dans le système de placement familial. Au lieu d'offrir une longue explication verbale, je récupérai mon appareil cellulaire sur la table basse pour lui montrer directement les preuves numériques. J'ouvris le fil de messagerie familiale spécifique, faisant défiler les demandes initiales pour isoler le message final que ma sœur avait soumis la veille après-midi. Je lui tendis l'écran illuminé pour qu'il puisse lire les mots exacts où elle promettait de s'occuper elle-même de la situation de garde d'enfant. Dalton fixa intensément le message texte lumineux pendant plusieurs longs instants tandis que son expression faciale se durcissait en un masque de pure détermination. Il me rendit l'appareil électronique sans élever la voix ni afficher d'explosions émotionnelles dramatiques concernant la négligence flagrante de son ex-femme. Lire ce message texte spécifique lui fournit le contexte nécessaire pour comprendre pleinement la réalité sévère de son abandon parental délibéré. Il réalisa instantanément que Meredith avait volontairement laissé leurs enfants vulnérables sans surveillance dans une institution publique tout en s'attendant à ce que quelqu'un d'autre absorbe tranquillement les conséquences. Dalton se tourna vers la porte d'entrée, annonçant son départ immédiat pour se coordonner avec les agences gouvernementales locales qui
Attendez au commissariat de police officiel. Il tapa sur le dossier épais fixé sous son bras, confirmant qu'il contenait ses certificats de naissance originaux ainsi que les documents nécessaires d'établissement de paternité. Les travailleurs sociaux assignés lui avaient donné instruction par téléphone de fournir ces documents légaux spécifiques pour initier un placement d'urgence temporaire pour les filles. L'achèvement de cette procédure gouvernementale stricte garantirait légalement que ces filles vulnérables puissent dormir en sécurité dans leur propre lit à sa résidence principale ce soir-là. Il me remercia brièvement pour avoir fourni les preuves textuelles cruciales avant de s'éloigner d'un pas vif le long du chemin de béton vers son véhicule stationné à l'extérieur. Je restai dans mon embrasure de porte, regardant les phares de sa voiture illuminer la rue suburbaine sombre tandis qu'il s'éloignait pour assurer la sécurité physique de ses enfants. Les autorités locales ne perdirent absolument aucun temps à traiter les preuves définitives que Dalton leur présenta concernant les vacances non autorisées hors de l'État qui avaient laissé ses enfants bloqués. La division des services de protection de l'enfance collabora directement avec les responsables des forces de l'ordre local pour intensifier rapidement l'enquête en cours pour négligence contre les membres absents de ma famille. Dans l'heure qui suivit la finalisation par Dalton des formalités de placement temporaire, les officiers enquêteurs prirent une mesure administrative sans précédent contre les adultes absents. Le département de police émit officiellement une directive obligatoire exigeant que Meredith, ainsi qu'Edward et Sharon, retournent immédiatement dans l'État de l'Utah. Cet ordre légal contraignant les obligeait à se présenter physiquement au commissariat local pour répondre à des interrogatoires formels concernant l'incident documenté d'abandon d'enfants. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière leur itinéraire de vacances ni ignorer les répercussions légales sévères générées par leurs choix parentaux exceptionnellement imprudents. Car le gouvernement de l'État les tenait désormais pleinement responsables. Tôt le lendemain matin, une série agressive de coups bruyants résonna à travers toute ma maison, signalant que leurs vacances de luxe avaient officiellement pris fin. Les coups incessants contre la porte d'entrée continuèrent sans aucune pause jusqu'à ce que je traverse enfin le couloir pour tourner le pêne dormant. Je déverrouillai la porte d'entrée, m'écartant tandis qu'Edward se frayait un chemin dans mon salon sans attendre d'invitation ni offrir de salutation. Sharon le suivit de près, serrant fermement son sac à main, tandis que Meredith fermait la marche, des larmes ruisselant sur son visage. Leur retour abrupt dans l'État de l'Utah confirma que les autorités locales avaient réussi à faire appliquer la directive obligatoire pendant la nuit. Edward commença immédiatement à crier à propos de trahison familiale tout en pointant son index directement vers mon visage d'une manière menaçante. Il exigea de savoir comment je pouvais dormir paisiblement dans ma maison tandis que mes propres parents de sang étaient placés sous la garde temporaire d'étrangers. Il m'accusa d'être complètement sans cœur pour avoir permis aux responsables gouvernementaux de prendre la garde de ces petits-enfants innocents au lieu de les récupérer moi-même. Sharon intervint pour soutenir ces accusations bruyantes en affirmant que mon entêtement avait causé tout ce désastre légal qui avait ruiné leur coûteux séjour. Elle croisa fermement les bras sur sa poitrine en déclarant que les membres de la famille doivent toujours se protéger mutuellement, indépendamment des inconvénients personnels. Elle continua de faire les 100 pas d'avant en arrière sur le tapis de mon salon en exigeant une explication approfondie de mon refus de coopérer à leur plan. Meredith s'effondra sur mon canapé, enfouissant son visage dans ses mains tout en sanglotant bruyamment à propos de ses filles traumatisées qui avaient passé la nuit avec des étrangers. Elle leva brièvement les yeux pour m'accuser d'avoir intentionnellement abandonné mes propres nièces, juste pour prouver un point mesquin sur les limites personnelles. Ils se tenaient dans mon salon, projetant collectivement leurs propres échecs monumentaux sur mes épaules tout en s'attendant à ce que je m'excuse pour leurs choix imprudents. Je restai parfaitement immobile près de l'entrée, les laissant épuiser leurs cordes vocales au lieu d'essayer de crier par-dessus leur attaque verbale coordonnée. Aucun d'eux ne s'arrêta pour demander des nouvelles de la sécurité actuelle des enfants, car leur préoccupation principale était clairement leurs propres vacances ruinées. Une fois que leur vague initiale d'accusation commença à perdre de l'élan, je me retournai pour récupérer ma tablette numérique sur le comptoir de cuisine voisin.
Je déverrouillai l'appareil électronique, glissant le doigt sur l'écran de verre jusqu'à ce que le dossier spécifique de la galerie photo apparaisse clairement. Je revins vers la zone de siège avant de placer la tablette lumineuse directement sur la table basse, juste devant l'endroit où ma sœur était actuellement assise. Je tapai une fois sur l'écran pour afficher la première image capturée montrant son message exigeant. Original où elle m'ordonnait de fournir une garde d'enfant pendant toute une semaine. Ensuite, je glissai vers la gauche pour révéler la deuxième capture d'écran affichant mon refus définitif où j'avais clairement indiqué mon incapacité à surveiller les enfants en aucune circonstance. Enfin, je glissai vers la troisième image mettant en évidence le moment exact où elle avait répondu avec sa prétention dédaigneuse qu'elle s'occuperait elle-même de la situation de garde d'enfant. Je leur demandai de lire ces mots spécifiques à haute voix afin qu'il n'y ait absolument plus de confusion concernant qui avait réellement abandonné ses enfants hier matin. Je leur rappelai que les horodatage numériques prouvaient exactement quand elle avait reçu mon refus avant d'embarquer dans son vol hors de l'état. Édouard se pencha pour lire les messages textes illuminés tandis que sa posture agressive se dégonflait lentement complètement en un silence total. Sharon cessa complètement de faire les 100 pas dans la pièce tout en fixant d'un regard vide les preuves numériques qui contredisaient totalement leur récit fabriqué de victimes. Meredith cessa presque instantanément de sangloter lorsqu'elle réalisa que ses propres mots documentés venaient de démanteler toute sa stratégie de défense devant nos parents. Elle tenta de formuler une excuse cohérente sur une mauvaise interprétation de mes messages initiaux, mais le texte clair affiché sur l'écran rendait toute défense complètement impossible. Je regardais leurs expressions faciales passer de l'indignation vertueuse au choc absolu tandis qu'ils digéraient mentalement les faits indéniables présentés juste devant eux. Le silence écrasant à l'intérieur de la pièce se sentait incroyablement lourd alors que la vérité indéniable neutralisait efficacement leur assaut verbal coordonné contre mon caractère. Je regardais directement ma sœur tout en maintenant un ton de voix complètement neutre pour délivrer ma déclaration finale concernant toute cette épreuve. Je n'ai pas abandonné tes enfants, déclarai-je fermement tout en maintenant ma position près de l'entrée. Je refuse de devenir responsable d'une décision que tu as prise, ajoutai-je avant de les regarder digérer la réalité indéniable de leur situation. Plus tard le même après-midi, Dalton revint à ma propriété résidentielle, portant un épais dossier manille compilé par son conseil juridique à travers des procédures judiciaires appropriées. Il entra directement dans mon salon avant de placer la lourde pile de documents financiers à plat sur la table basse en verre pour initier une discussion sérieuse. Ces registres officiels contenaient des historiques bancaires détaillés que son avocat avait formellement assignés à comparaître auprès de diverses institutions financières pendant les étapes préliminaires de leur stratégie légale. L'équipe juridique avait agi avec une vitesse incroyable pour sécuriser ces relevés bancaires parce que l'implication soudaine des services de protection de l'enfance leur avait accordé une autorisation d'urgence. Dalton n'éleva pas la voix ni ne formula d'accusations émotionnelles dramatiques concernant un comportement criminel tout en ouvrant la couverture pour révéler les documents organisés à l'intérieur. Il pointa simplement son index vers une colonne de chiffres mise en évidence représentant les dépôts substantiels de pensions alimentaires mensuelles qu'il avait systématiquement transférés sur le compte bancaire de ma sœur. Il dirigea ensuite mon attention vers les relevés de retrait correspondants affichant exactement comment Meredith avait choisi d'allouer ses fonds spécifiques destinés à élever ses filles. Les dépenses documentées peignaient un tableau perturbant clair de mauvaise gestion financière, sévère contredisant directement les conditions de vie réelles vécues par les jeunes filles au quotidien. Dalton nota calmement plusieurs transactions de grande valeur provenant de boutiques de vêtements coûteuses ainsi que de multiples charges dans des spas de luxe au cours des 6 derniers mois. Ces achats personnels de luxe avaient eu lieu exactement pendant les mêmes semaines où j'achetais personnellement des chaussures d'hiver essentielles de ma propre poche pour les jumelles. Il passa à la page suivante pour mettre en évidence une série de reçus de restaurants haut de gamme, qui démontraient encore davantage un mépris total pour ses obligations financières parentales fondamentales. Une autre divergence flagrante concernait des retraits d'espèces importants ayant lieu exactement
Les mêmes week-ends où Meredith prétendait ne disposer absolument d'aucun fonds pour acheter des courses de base. Ces registres financiers ne prouvent pas automatiquement que chaque dollar a été purement et simplement volé, déclara Dalton tout en maintenant un ton de voix remarquablement stable pendant son explication. Il prouve clairement que l'argent spécifiquement destiné à soutenir les filles a été dépensé de manière que le système judiciaire familial a désespérément besoin d'examiner. Il expliqua que l'examen de cette trajectoire financière spécifique avait complètement modifié sa perspective concernant l'incident perturbant qui s'était produit à l'école élémentaire la veille après-midi. Laisser les enfants bloqués sans surveillance n'était pas simplement un manquement isolé au jugement parental causé par un itinéraire de vacances mal planifié. Les preuves documentées suggéraient fortement un schéma continu de négligence calculée où ma sœur priorisait systématiquement son propre style de vie extravagant au détriment de la sécurité de base de ses enfants dépendants. Dalton argumenta que les responsables du tribunal devaient évaluer toute cette chronologie pour comprendre la véritable profondeur de l'environnement dysfonctionnel entourant ses enfants vulnérables. Établir un schéma à long terme de privation de ressources fournirait au juge une justification indéniable pour modifier définitivement l'arrangement de garde actuel. Les lois de l'État de l'Utah imposent une norme stricte de soins que Meredith avait clairement violée en détournant des ressources essentielles de sa propre progéniture. Il rassembla les papiers épars en une pile soignée avant de les glisser solidement à l'intérieur d'eux. L'enveloppe manille pour préserver leur ordre chronologique original. Son avocat préparait déjà la soumission de ce portefeuille financier complet directement au juge président pour compléter l'enquête en cours des services de protection de l'enfance. Le dépôt de ces documents officiels élargirait formellement la portée légale du litige de garde bien au-delà d'un simple malentendu concernant les arrangements de récupération de l'après-midi. L'équipe juridique prévoyait d'utiliser ces relevés bancaires pour demander formellement une suspension complète des futurs paiements de pensions alimentaires en attendant un examen judiciaire approfondi. Dalton croyait fermement que l'introduction de cette documentation irréfutable dans un cadre de tribunal empêcherait définitivement ma sœur de continuer ses comportements manipulateurs sans contrôle. Je restais assise en silence complet tout en digérant le volume purement indéniable de preuves étalé sur la table de mon salon il y a quelques instants seulement. La réalité inconfortable m'envahit tandis que je connectais mentalement les divergences bancaires avec les nombreuses fois où ma sœur avait disparu de façon pratique sans laisser d'explication logique. Mes hypothèses précédentes sur sa paresse générale furent entièrement brisées par la nature calculée de ses actions financières au cours des plusieurs mois passés. Je reconnus enfin que les limites que j'avais établies hier matin n'avaient fait qu'effleurer la surface d'une réalité beaucoup plus sombre opérant juste sous nos nez. Cette situation dévastatrice s'étendant bien au-delà de ma frustration personnelle représentait un échec systémique massif exigeant une intervention immédiate des plus hauts niveaux du système juridique local. Plusieurs jours s'écoulèrent avant que mon téléphone cellulaire ne sonne avec un appel entrant de Dalton concernant les conclusions officielles rassemblées par l'enquêteur des services de protection de l'enfance. Je répondis immédiatement à l'appareil tout en écoutant Dalton parler d'un ton notablement lourd à propos des entretiens confidentiels menés avec Massey ainsi qu'avec Lassie. Il expliqua que des spécialistes médico-légaux formés avaient doucement interrogé les jumelles dans un environnement sûr pour comprendre leurs conditions de vie quotidienne sans causer de traumatisme supplémentaire. Les jeunes filles avaient fourni des déclarations déchirantes et cohérentes détaillant exactement comment leur mère les laissait fréquemment complètement seules à l'intérieur de leur maison, verrouillées pendant des périodes prolongées. Elles avaient décrit se sentir trop terrifiées pour contacter les numéros d'urgence ou joindre d'autres adultes chaque fois que Meredith disparaissait dans la nuit sans aucun avertissement. Les enquêteurs avaient documenté de nombreux cas où les fillettes de 6 ans étaient forcées de fouiller dans des placards de cuisine vides pour trouver leur propre repas. Dalton relaya comment elles se souvenaient spécifiquement d'avoir mangé de la nourriture en conserve froide assise sur le sol du salon en attendant des heures que leur mère finisse par revenir. Entendre ces détails perturbants me paralysa complètement tandis que j'étais assise immobile à mon bureau,
essayant de digérer l'ampleur horrifiante de leurs souffrances quotidiennes. Une vague massive de réalisation s'écrasa sur toute ma conscience tandis que mon cerveau connectait frénétiquement ces nouvelles révélations à des moments spécifiques du passé récent. Je me souvins vivement de plusieurs occasions distinctes où les filles m'avaient pratiquement supplié de dormir chez moi tout en s'accrochant désespérément au cadre de ma porte d'entrée. Pendant ces moments spécifiques, j'avais sottement attribué leur réticence à quitter ma maison à une simple préférence pour mon environnement calme plutôt que pour leur foyer chaotique. J'avais précédemment catégorisé ma sœur comme rien de plus qu'une personne chroniquement paresseuse, pratiquant une parentalité hautement irresponsable chaque fois qu'elle cherchait une garde d'enfant gratuite et pratique. J'avais complètement tort parce que ces supplications désespérées pour rester chez moi étaient en réalité des signaux silencieux implorant un sauvetage d'une situation de négligence sévère. Mon échec à reconnaître ces cris subtils à l'aide me laissa physiquement malade tout en luttant avec la véritable réalité de leurs conditions de vie dangereuses. Dalton interrompit mes pensées en spirale pour confirmer que la division des services de protection de l'enfance avait formellement ouvert un dossier complet de négligence contre Meredith. Sur la base de ces entretiens, l'agence d'État avait catégorisé la situation comme une menace sévère au bien-être physique des mineurs, exigeant une intervention judiciaire immédiate pour assurer leur sécurité. Il m'informa que son conseil juridique avait déjà soumis la pétition officielle demandant un changement permanent de garde à travers les canaux judiciaires appropriés. Le dépôt de ces formalités légales spécifiques initia une procédure judiciaire contraignante conçue pour dépouiller Meredith de ses droits de tutelle principaux sur la base des preuves accablantes accumulées. Les conséquences immédiates de ces actions légales qui s'intensifiaient brisèrent enfin la façade arrogante que ma sœur maintenait depuis le début de toute cette épreuve. Elle réalisa que le gouvernement local se préparait à lui retirer définitivement ses enfants tout en enquêtant simultanément sur ses activités financières concernant les paiements mensuels de soutien. Mon appareil cellulaire commença à vibrer agressivement avec des dizaines de messages vocaux frénétiques de Meredith, exigeant que je contacte les autorités pour retirer mes déclarations précédentes. J'écoutais ces messages vocaux hystériques remplir ma boîte de réception numérique tout en choisissant de rester complètement silencieuse au lieu de céder à sa panique manipulatrice. Ces tentatives désespérées de contrôler la situation qui s'effondrait se révélèrent entièrement inutiles parce que la machinerie légale officielle avançait déjà sans nécessiter mon implication personnelle. Le système judiciaire familial planifia une audience obligatoire pour examiner la demande de modification de garde tout en maintenant les jumelles placées en sécurité chez leur père. Je supprimai tout le lot de messages vocaux paniqués de mon stockage téléphonique avant de tourner mon appareil face contre le bureau pour ignorer son état d'hystérie croissant. Il ne restait absolument plus rien à dire de mon côté parce que le processus d'enquête officielle avait pleinement pris en charge la responsabilité de la tenir pour responsable. Je me permis de respirer profondément tout en reconnaissant que ma scie ainsi que la scie étaient enfin protégées de l'environnement toxique qu'elles avaient enduré si longtemps. Les procédures judiciaires à venir détermineraient la structure légale permanente de leur vie à l'avenir sans aucune autre interférence de la part de ma sœur manipulatrice. La réalisation brutale que j'avais involontairement permis son comportement pendant des années renforça ma détermination à maintenir les limites strictes que j'avais récemment établies pour me protéger. Je restai fermement assise à mon bureau, concentrant mon attention uniquement sur mes responsabilités professionnelles plutôt que de m'engager dans le drame qui se déroulait autour de sa panique. 4 semaines plus tard, l'audience obligatoire au tribunal de la famille de l'Utah commença à l'intérieur d'une salle d'audience stérile lourdement gardée par des agents des forces de l'ordre locales. Dalton était assis avec confiance aux côtés de sa représentation légale tout en présentant le portefeuille complet de preuves compilées pendant l'enquête officielle des services de protection de l'enfance. Le juge-président examina méthodiquement les transcriptions des entretiens médico-légaux contenant les témoignages déchirants fournis par les jeunes filles concernant leur isolement sévère. Le responsable judiciaire croisa méticuleusement ces déclarations avec les relevés bancaires assignés à comparaître démontrant comment Meredith avait systématiquement détourné des ressources
Financières essentielles. L'avocat des enfants nommé par l'État délivra un rapport verbal cinglant soulignant le manque sévère de jugement démontré par la mère biologique. Meredith resta entièrement silencieuse à la table de la défense tandis que son conseil juridique coûteux échouait à produire toute justification valable pour son abandon documenté. Après avoir soigneusement évalué les preuves accablantes présentées par les enquêteurs de l'État au côté de l'avocat privé, le juge délivra une décision définitive depuis le banc surélevé. Le tribunal transféra officiellement la garde physique principale des jumelles complètement à Dalton, pour assurer leur sécurité immédiate dans un environnement résidentiel stable. Le magistrat s'adressa sévèrement à ma sœur concernant son schéma documenté de négligence parentale, avant d'ordonner un recalcul complet des arrangements financiers de soutien existants. Le décret judiciaire final obligea légalement Meredith à rendre formellement compte des fonds précédemment distribués tout en lui exigeant de rembourser le capital détourné par le biais de salaire saisi. Le juge président l'avertit explicitement que toute violation future des ordres de tribunal établis entraînerait une poursuite pénale immédiate plutôt que de simples sanctions administratives. La perte d'accès à ce flux de revenus mensuels substantiels démantela immédiatement le style de vie extravagant que ma sœur avait confortablement maintenu pendant plusieurs années consécutives. Sans ses dépôts garantis de pension alimentaire finançant ses activités de loisirs constantes, elle fut soudainement forcée de quitter sa spacieuse résidence suburbaine d'ici la fin du mois en cours. Elle signa un nouveau bail pour un complexe d'appartements nettement plus petit situé de l'autre côté de la ville tout en soumettant activement des candidatures d'emploi à divers établissements de vente au détail juste pour survivre. Les agences gouvernementales locales continuaient de surveiller de près sa situation de vie pour garantir qu'elle se conformait au calendrier de restitution strict établi pendant les procédures officielles. Elle dut enfin faire face à la dure réalité de subvenir à ses propres besoins sans s'appuyer sur le filet de sécurité financière constant précédemment fourni par des tactiques manipulatrices. Les jours où elle traitait ma maison comme une garderie gratuite tout en utilisant ses enfants comme levier pour un gain financier furent officiellement terminés par le système judiciaire. Plus tard le même soir, mon appareil cellulaire s'alluma, affichant un appel entrant d'Edouard ainsi que de Sharon appelant depuis leur ligne terrestre résidentielle partagée. Je glissai l'icône verte sur la surface de verre pour accepter la connexion tout en restant assise tranquillement à mon bureau d'ordinateur en bois. Edouard parla en premier d'un ton de voix notablement atténué tout en offrant des excuses complètes pour avoir priorisé leur projet de vacances au détriment de la sécurité de ses petits-enfants. Sharon intervint peu après lui, reconnaissant leur échec collectif à reconnaître les tactiques de manipulation sévères que Meredith utilisait pour exploiter ma flexibilité professionnelle. Ils exprimèrent tous deux un profond regret d'avoir constamment fait pression sur moi pour sacrifier mes limites personnelles juste pour accommoder les choix désastreux de leur fille aînée. J'écoutais leurs explications prolongées sans interrompre ni offrir de platitudes réconfortantes pour alléger leurs sentiments actuels d'immense culpabilité parentale. Une fois qu'ils eurent fini de délivrer leurs excuses coordonnées, le silence lourd s'étira à travers la connexion téléphonique tandis qu'ils attendaient anxieusement mon pardon verbal. Je regardais directement le moniteur lumineux illuminant mon bureau sombre à domicile avant de prononcer mes derniers mots dans le récepteur de l'appareil. J'accepte vos excuses, déclarai-je clairement tout en maintenant un ton de voix parfaitement égal pour assurer une clarté absolue concernant ma position ultime. Mais je ne reviendrai pas à la façon dont les choses étaient. J'ajoutai fermement avant d'appuyer sur l'icône rouge pour mettre fin à l'appel de façon permanente. Je naviguai directement vers le menu des paramètres de contact sur l'interface de mon téléphone, avant de bloquer leurs deux numéros ainsi que les informations de contact de ma sœur. Je marchai délibérément vers l'entrée principale de ma maison avant de tourner le lourd pêne dormant métallique pour sécuriser complètement le périmètre physique. Je revins à mon fauteuil de bureau tout en ouvrant un nouveau document tableur pour continuer d'analyser les données entrantes pour mes clients d'entreprise. Le cycle toxique de manipulation familiale était enfin complètement brisé, me laissant entièrement libre de dicter les termes de mon propre existence paisible.